Bonjour à toutes, bonjour à tous, hein. Je pense que nous sommes connectés. Nous sommes très heureux tous les cinq de participer à cette session des GECO sur les effets économiques du terrorisme. Donc, je suis Hippolyte Delvis, membre du Cercle économiste, et le Cercle économiste organise en partenariat avec les GECO cette session. On remercie vraiment d'ailleurs beaucoup les GECO pour ce qu'ils font depuis de très nombreuses années pour le débat public en France. Et puis, on les remercie collectivement de nous avoir invités à participer à cette session tout à fait originale et intéressante. Donc, je vais avoir autour de moi, pas vraiment autour de moi, mais virtuellement autour de moi, en fait, un panel de quatre spécialistes du terrorisme que j'accueille ce matin. Je vais avoir Daniel Mirza. Daniel, tu es professeur à l'Université de Tours. Tu as beaucoup travaillé sur les conséquences économiques du terrorisme, notamment sur la mondialisation. J'ai également Elena Stancanelli, qui est directrice de recherche au CNRS et professeure à l'École d'économie de Paris, qui travaille plutôt sur les effets, je dirais, microéconomiques, du terrorisme, donc sur les effets, sur les comportements des ménages, et c'est un petit peu de ça dont tu vas nous parler. J'ai également Christophe Muller, qui est professeur à l'Université Aix-Marseille, et qui est spécialiste, je veux dire, un spécialiste aussi des techniques économétriques, et qui tu as appliqué en fait ces techniques statistiques, notamment aux questions de développement et de pays africains. Et tu travailles donc sur la finance politique, donc on est très content de t'avoir. Et enfin, j'ai Ekram Bhuptan, qui est maître de conférence à l'Université d'Auvergne, qui est spécialiste de la migration, et notamment de la migration vers l'Europe ou vers la France, et qui va travailler, qui va un petit peu nous dire quelques mots sur les liens entre le terrorisme et les flux migratoires. Alors, pour commencer cette introduction, je voulais dire que c'est évident, je vais commencer par une évidence. C'est évident qu'il ne faut pas réduire la question du terrorisme à son aspect économique. D'accord ? Il y a bien sûr d'autres dimensions dans le terrorisme. Il y a des dimensions politiques, géopolitiques, bien sûr, des conséquences sociales, et puis sont avant tout des drames humains. Et je dirais que ce n'est pas parce qu'on est économiste qu'on n'est pas au courant de ces drames humains. On les vit aussi un petit peu comme tout le monde. Et donc, on est au courant de ça. Et dans le même ordre d'idée, ce n'est pas parce que le terrorisme a un effet économique que ça devient un phénomène important. C'est un phénomène qui est très important dans nos sociétés. Et je dirais que c'est un phénomène majeur. Et nous, ce qu'on va dire, c'est qu'en plus, il y a des répercussions économiques. Et peut-être que finalement, l'analyse du terrorisme avait un petit peu sous-estimé ces effets du terrorisme, ces effets économiques du terrorisme. Et nous, ce qu'on va faire pendant les 1 an et les 1 heure et demie là, devant vous, c'est justement de vous présenter un petit peu les recherches récentes en économie sur le terrorisme. Et une partie de ces recherches, notamment, se consacre à l'évaluation des coûts économiques du terrorisme. Et c'est très important pour moi et c'est très important pour l'ensemble des membres du panel. On va aussi argumenter du fait que le rôle des économistes, ce n'est pas simplement d'évaluer ces coûts. Alors, ces coûts, ils sont potentiellement très importants. Il y a un papier récent qui dit que sur les 20 dernières années, en fait, on évalue que le coût global du terrorisme, c'est-à-dire pour l'économie mondiale, pour le monde, si vous voulez, est à peu près à 850 milliards de dollars. Donc, c'est des grosses sommes. Alors, c'est faible, par exemple, en comparaison de l'effet économique de la pandémie de Covid. La pandémie de Covid, on considérait que c'était 10 000 milliards de dollars. Mais je dirais que tout est faible au regard du Covid. Covid, ça a été un tel événement que, voilà, tout est faible. Mais donc, c'est significatif. Et indépendamment du chiffre, et je voudrais vraiment insister là-dessus, indépendamment du chiffre sur cette évaluation, moi, ce qui m'intéresse plus, et ce que je veux partager avec vous, c'est de savoir, mais finalement, comment est-ce qu'on l'obtient? Quelles sont les méthodes qui, potentiellement, pourraient nous permettre d'obtenir un chiffre d'évaluation du coût du terrorisme. Alors, le premier élément, c'est évidemment un coût humain.
Où il y a, dans le terrorisme, etc., il y a des gens qui vont perdre la vie. Et alors, on va se poser la question de comment est-ce qu'on évalue économiquement, hein, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un peu ça, hein, comment est-ce qu'on évalue économiquement la perte de cette vie humaine. Et là, ça renvoie à toute une littérature qui est assez vaste, très controversée, parce que complexe, et donc intéressante, de ces évaluations de la vie humaine. Est-ce qu'un enfant dans un pays riche vaut plus ou vaut moins qu'un adulte dans un pays pauvre? Comment est-ce qu'on évalue, hein, comment est-ce qu'on évalue ça? Très... Et voyez, et dans le cadre du terrorisme, la question s'est posée je veux dire, très concrètement. Vous voyez, dans le cadre, par exemple, du 11 septembre, lorsqu'il s'est agi d'indemniser les familles des victimes du 11 septembre, il y a eu une commission spéciale pour se dire, mais comment est-ce que finalement on va pouvoir faire ces évaluations? Est-ce qu'on indemnise de la même façon un trader qui gagnait beaucoup d'argent et qui est décédé au cours de cet événement, ou le pompier qui est venu le sauver et qui a, lui, certes, gagné moins? Vous voyez, donc c'est des questions qui sont très complexes. Hein. On ne répond pas en une minute là-dessus, et il y a toute une littérature. Alors, il y a le coût humain, et puis il y a le coût, je dirais, strictement économique. Hein. Alors, il y a un petit peu de destruction de bâtiments, un peu de destruction de capital, hein, comme disent les économistes avec le terrorisme, mais bon, ça ne représente pas, c'est pas si majeur que ça. C'est spectaculaire, bien sûr, mais c'est assez faible. Mais c'est plus, en fait, qu'il y a un impact sur l'activité économique, notamment, par exemple, sur l'activité d'investissement. On le voit très bien pour certains touristes et pour certains secteurs. Vous voyez, dans certains secteurs, on ne va pas le voir, dans d'autres secteurs, on le voit. Par exemple, l'activité touristique, hein, on le sait, est très fortement impactée lorsqu'il y a du terrorisme. Pensez voilà, aux effets des attentats, par exemple en Égypte, et les conséquences que ça peut avoir pour l'économie égyptienne du fait que les touristes ne veulent pas venir. Alors là, il y a des évaluations qui ont été faites, et généralement, dans ces cas-là, on prend des pays et on compare des régions qui sont touchées par le terrorisme avec d'autres régions qui ne sont pas touchées par le terrorisme. Il y avait une étude comme ça assez célèbre qui avait pris l'Espagne et puis qui regardait les régions du Pays Basque, si vous voulez, et comparait ces régions-là avec d'autres régions d'Espagne. Et on s'est aperçu que toute la violence politique qu'il y a pu avoir en Espagne ou au Pays Basque, notamment dans les années 80-90, avait causé une perte de 10 points de PIB. Oui, donc, il y a un effet significatif. Ça a été fait aussi, par exemple, pour la Turquie, en comparant voilà, les régions sur lesquelles il y a de la violence politique et les autres. Et puis finalement, il y a une autre dimension qui est celle qui est en creux, celle qui est engendrée par la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, il y a une activité économique de sécurité, si je puis dire, l'argent qui est dépensé pour la sécurité, pour lutter contre le terrorisme, pour préserver en fait un pays ou une région des attentats terroristes. Et alors, évidemment, ça, c'est une activité économique, donc je dirais que ça concourt au PIB, hein. Alors, c'est bien, c'est pas bien, ça concourt au PIB, ça crée de la croissance, mais la façon dont il faudrait raisonner, c'est de se dire, mais et finalement, si cet argent qui est utilisé pour la lutte contre le terrorisme était utilisé ailleurs, est-ce que les conséquences, vous voyez, pour la société en question ne seraient pas plus grandes? Si on utilisait l'argent du terrorisme de la lutte contre le terrorisme pour créer des écoles, pour la santé, etc., les effets seraient très importants. C'est aussi ça la difficulté, c'est voir finalement cet argent qui n'a pas été dépensé dans des activités potentiellement très favorables à l'économie. Il y a certains cas où la violence politique est telle que finalement elle empêche tout développement économique. Pensez au Mali, par exemple. C'est plus possible d'imaginer en fait un développement économique, un développement harmonieux, étant donné la situation sécuritaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans plusieurs conférences internationales, il y a des pays africains qui ont interpellé les bailleurs de fonds, hein, le FMI, la Banque mondiale, en leur disant ne prenez pas en compte nos dépenses publiques en faveur de la sécurité dans vos ratios de solvabilité. C'est nécessaire pour nous de faire ces dépenses, mais vous ne pouvez pas nous pénaliser ensuite
dans vos calculs en fait, de solvabilité de nos pays lorsque vous les prenez en compte. Alors, évidemment, hein, il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres. Hein. Depuis 20 ans, c'est essentiellement le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, etc. On pense à l'Afghanistan, à l'Irak notamment, bien sûr. Il y a aussi des pays subsahariens, hein, le Nigeria, notamment, on va en parler. Et donc, même si c'est d'actualité aujourd'hui en France, toute proportion gardée, en fait, le terrorisme est moins présent, évidemment, en Europe que dans certains pays qui sont en guerre. Mais ça a quand même un impact. Il y a une étude très connue hein, de Guy Buloef et Sandler qui estime que pour chaque incident terroriste supplémentaire hein, par million d'habitants, il y a un impact sur le PIB par tête, hein, sur le revenu par tête hein, en Europe, qui est significatif, hein, qui est de l'ordre de 0,2%, mais il y a un impact. D'accord. Donc, voilà, dans cette très courte introduction, ce sur quoi je voulais insister, c'est que l'analyse économique du terrorisme, ce sont éventuellement les coûts, mais c'est compliqué de réfléchir à ces coûts, de les évaluer, mais c'est intéressant parce que ça nous invite à réfléchir sur le terrorisme. Et je pense, et c'est un peu ça dont on va parler avec nos différents invités, c'est que cette analyse économique, elle nous permet en fait d'avancer et de mieux comprendre ce phénomène social ou ce phénomène politique qu'est le terrorisme. Voilà un petit peu pour cette introduction. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer avec Daniel Mirza. Je rappelle qu'il est professeur à Tours, qui est un hyper grand spécialiste de l'économie du terrorisme en France, très actif sur le sujet. Je vais te demander, Daniel, de faire peut-être un bref panorama du terrorisme dans le monde depuis 20 ans. Voilà, proposer peut-être une évaluation un petit peu chiffrée pour que tout le monde ait un petit peu les ordres de grandeur en tête, et puis en quoi finalement peut-être l'événement du 11 septembre a changé les choses. Daniel, c'est à toi. Bien, merci beaucoup Hippolyte pour cette introduction très très claire. Donc, pour mieux situer les choses, pour comprendre un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre les incidents terroristes et puis les variables économiques que nous essayons de regarder, d'étudier, nous autres économistes, on a besoin d'avoir une idée très claire de ce qui se passe en termes d'attentats terroristes dans le monde et pour mieux appréhender en fait, ce phénomène-là et pour pouvoir, derrière cela, le lier à nos variables économiques et dans les régions qui nous intéressent. Et donc, pour cela, il me faut faire un petit panorama, dresser un petit panorama des incidents terroristes dans le monde et de leur évolution dans le monde. Alors, je vais vous inviter à regarder de très près, je vais partager avec vous simplement mon PowerPoint. Voilà, attendez. Tac. Je crois que là, c'est assez clair. Donc, en fait, ce premier PowerPoint vous montre tout simplement, est-ce que vous le voyez? C'est bon? Très bien. Vous montre tout simplement donc l'évolution des incidents terroristes dans le monde depuis qu'on dispose des données sur les incidents terroristes, donc depuis 1970. Et donc, comme vous le voyez bien, hein, la première figure à votre gauche, c'est une figure qui vous montre bien donc le nombre total d'incidents terroristes dans le monde, et puis dans une courbe et dans une autre courbe, les incidents meurtriers dans le total. Et donc, vous voyez bien que il y a eu, à partir de 2001, si on regarde la dernière période, donc à partir de 2000-2001, vous voyez bien une accélération donc, du nombre d'attentats terroristes, une augmentation incroyable du nombre d'attentats terroristes, surtout à partir des années 2008-2009, qui a fait multiplier par 5 ou 6 le nombre d'attentats terroristes. On est passé grosso modo de 1500 à 2000 incidents par an dans le monde en 2015 à 16 000 incidents dans le monde, dont à peu près la moitié meurtriers. Ça, c'est le premier point. Après, si je passe à la deuxième figure qui est à ma droite, qui est en fait au centre chez vous, pardon. Donc ça vous donne l'évolution des incidents à caractère transnational. Qu'est-ce que
je veux entendre par caractère transnational? En fait, les incidents terroristes, c'est soit des incidents qui sont perpétrés par des groupes domestiques sur le sol domestique, auquel cas on va les appeler des incidents domestiques, pour faire simple. C'est un peu plus compliqué que ça. Ou alors, c'est des incidents terroristes perpétrés par des groupes d'un pays envers des victimes qui ne sont pas nécessairement de ce pays-là. Hein. Ça peut être sur un sol étranger, ça peut être sur leur propre sol, mais visant des victimes étrangères, hein, des touristes par exemple, des militaires des Nations Unies, des journalistes, ou alors aussi des consulats, des ambassades, donc des institutions gouvernementales ou d'ailleurs non gouvernementales. Tout ça, dès lors que les institutions sont étrangères, dès lors que donc, les personnes et morales et physiques sont étrangères, à ce moment-là, on va qualifier cet incident par incident transnational. Et là, vous voyez bien, les tendances sont sont à peu près les mêmes, que ce soit qu'il s'agisse d'incidents transnationaux ou d'incidents en général. Il y a eu une flambée du nombre d'incidents terroristes sur les 10 dernières années. Après, à partir de 2016, on observe une baisse. Une baisse d'ailleurs qui est assez forte. Si ça continue, peut-être qu'on va revenir à des tendances d'avant 2010, puisqu'on voit bien qu'il y a une forte hausse, une multiplication par 6, et puis rapidement, depuis 2015-2016, une forte baisse, ce qui est heureux. Mais toujours est-il qu'on est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à près de 8-9 000 attentats terroristes par an, au niveau terroriste, au niveau mondial, et des attentats terroristes transnationaux, on est à peu près à 1500 jusqu'à 2000 incidents terroristes transnationaux par an. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, par jour, si vous ramenez par jour, c'est à peu près 20 à 25 incidents par jour dans le monde, ce qui est beaucoup, hein, c'est presque un incident par heure, hein, un incident terroriste. Et en termes d'incidents transnationaux, c'est bien évidemment 4-5 fois moins, mais ça reste quand même important. Maintenant, tout à votre droite, si vous regardez le nombre moyen d'attentats, donc en gros la gravité des incidents terroristes, vous voyez bien tout à votre droite que le nombre moyen d'attentats, là encore, sur la dernière période, à partir des années 2000, a été quand même sur les victimes transnationales, les victimes d'incidents transnationaux, a été plus fluctuant, mais en moyenne tourné autour de 4 victimes en moyenne par incident. C'est 2 fois plus que le nombre de victimes par incident pour des attentats liés à quelque chose de domestique, à de la politique domestique, ainsi de suite. Des attentats de groupes nationalistes, pour ne citer que ces groupes-là. Mais on voit bien, sur la tendance, là encore, par rapport pour les incidents transnationaux, on voit bien quand même qu'il y a une augmentation en tendance à partir des fin des années 90-2000 du nombre de victimes, donc de la gravité des attentats. Ça, c'est mon premier PowerPoint. Mon deuxième PowerPoint va vous donner une idée sur où se trouvent ces attentats, où ils ont lieu ces attentats. Alors, dans les années 70, que ce soit du terrorisme domestique ou du terrorisme transnational, dans les années 70, ces attentats étaient très concentrés en Europe. Vous voyez donc cette courbe en rose, c'est l'Europe, ou en Amérique du Nord pour le terrorisme domestique. Quand vous prenez le graphe à votre gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 2000, mais ça c'est quelque chose qui est connu plus ou moins par les gens qui regardent un petit peu ces statistiques, eh bien il y a 3 régions en fait qui dominent toutes les autres en termes d'attentats, que ce soit domestiques ou transnationaux. C'est la région MENA, donc Afrique, Moyen-Orient, c'est ça la région MENA. La région d'Afrique subsaharienne, vous voyez l'augmentation sur la dernière période, contrairement aux autres courbes pour les attentats domestiques du moins, eh bien, il y a une augmentation. Donc, alors qu'il y a 5 ans, la part des attentats qui avaient lieu en Afrique subsaharienne était de 10%, aujourd'hui elle est de 20%. Hein. En 5 ans, elle a été multipliée par 2. Okay, pour les autres, il y a une baisse, plus ou moins qu'on observe, mais qui est compatible avec la baisse du nombre d'incidents globaux qu'on observe ces dernières années. Mais encore une fois, il y a 2 ou 3 régions qui font à peu près 9 attentats sur 10 sur la planète, et 2 ou 3 régions où
9 attentats sur 10 sont à caractère transnational sur la planète. C'est la région MENA, c'est la région Asie du Sud, donc Asie du Sud, qui dit Asie du Sud, évidemment, met dedans l'Afghanistan, mais pas que l'Afghanistan, il y a le Pakistan et l'Inde d'ailleurs. En Inde, il y a quand même pas mal d'incidents terroristes dont on ne parle pas parce que c'est des incidents à caractère domestique essentiellement. Et puis, vous avez donc l'Afrique subsaharienne qui commence à, justement, dont la part commence à fortement augmenter. Voilà, pour tous ces points, il y a encore une chose à vous dire par rapport à ça, mais que je n'ai pas mise dans mes PowerPoint, c'est le nombre, en fait, de pays victimes des incidents terroristes émanant de certains groupes bien connus ou de certains réseaux bien connus, qui sont des réseaux djihadistes qu'on a en tête, que je ne vais pas nommer, ça ne servira à rien, mais en fait, toujours est-il que, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a grosso modo 20 à 30 nationalités qui est touchée depuis les années 2010 dans le monde par an, 20 à 30 nationalités victimes des attentats terroristes des groupes fondamentalistes dans le monde, ce qui est beaucoup, et ça se passe essentiellement, encore une fois, dans les pays du MENA et dans les pays aujourd'hui de plus en plus dans l'Afrique subsaharienne. Tout ça a une implication, et je vais laisser la parole à mes collègues derrière pour revenir après, tout ça a une implication très forte sur l'économie mondiale. Donc, on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'attentats, et ça a un impact donc sur, encore une fois, Hippolyte le dit, sur les mesures sécuritaires, mais pas seulement, ça contraint donc les gens dans leur activité économique, ça a des implications sur l'économie. Et deux, tout ça, ça peut aussi avoir un impact sur le bien-être des gens par ailleurs. Et là, Elena, derrière moi, va vous parler de tout cela. Merci de m'avoir écouté. Merci Daniel. Donc MENA, hein, c'est un acronyme hein, de l'ONU, hein, c'est Middle East et North African, hein, donc c'est l'Afrique du Nord et les pays du Proche et du Moyen-Orient, voilà, en français, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Juste une toute petite question, Daniel. Comment est-ce qu'on collecte ces données? Est-ce que c'est des données fiables? Oui, alors, en un mot. En un mot, en fait, c'est la base GTD, voilà. C'est la base Global Terrorism Database, qui est en fait un consortium de plusieurs universités dans le monde qui vont aller chercher, avec un langage textuel, tout ce qui est dit par les médias dans plusieurs langues dans le monde entier, dès lors qu'ils parlent d'attentats terroristes. Il s'agit donc d'attentats terroristes révélés dans les médias. Il y a tout un tas d'incidents terroristes qui peuvent être des menaces qui n'ont pas été révélées dans les médias, qui ne seront pas là-dedans. Donc en fait, c'est une mesure minimale des incidents terroristes, incidents au sens large du terme. Parce que des menaces terroristes, dès qu'elles sont révélées dans les médias, elles sont dans cette base. Mais des menaces terroristes qui n'ont pas été révélées dans les médias, et il y en a beaucoup, eh bien, elles ne seraient pas dans cette base. Donc, en fait, c'est voilà, c'est un chiffre minimal sous-estimé, finalement, de la vraie activité terroriste dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant, hein, c'est important ces histoires d'analyse textuelle. En fait, c'est vraiment la rencontre des sciences sociales et puis du big data, en fait, peut-être même des logiciels au moins de search, peut-être d'intelligence artificielle pour justement traiter une quantité d'informations absolument énorme qu'il peut y avoir dans l'ensemble des journaux, dans toutes les langues et dans tous les pays du monde. C'est un tour de force que d'obtenir finalement ces données sur une si longue période et avec une telle couverture géographique. Merci beaucoup, Daniel. On va revenir avec toi un petit peu plus tard. Je vais passer maintenant la parole à Elena Stancanelli, qui est directrice de recherche au CNRS, une institution qui a beaucoup encouragé, en tout cas, des approches interdisciplinaires sur le terrorisme. Je me rappelle de l'appel du président Fuchs à l'époque, peu de temps après les attentats de novembre, voilà, en France, pour savoir comment est-ce que les chercheurs, la communauté des chercheurs pouvaient répondre collectivement dans toutes les disciplines sur les problématiques associées au terrorisme. Elena, plus particulièrement, tu travailles sur des bases de données assez importantes qui nous renseignent en fait sur les comportements, sur le bien-être des personnes, des gens, et tu regardes comment
comment est-ce que finalement un attentat ou les attentats terroristes peuvent avoir des impacts sur les gens, sur tout à chacun. Voilà, je te laisse la parole. Merci Hippolyte. Merci Hippolyte de m'avoir invité à rejoindre ce panel, de me donner cette opportunité de parler de mes études, mais aussi plus vastement des études dans les domaines de la microéconomie sur l'impact que les attentats peuvent avoir sur les comportements de tous. Donc, plus particulièrement dans la littérature économique, la filière microéconomique s'est intéressée, comme vous avez dit, Daniel et Hippolyte, aux effets des attentats sur le bien-être individuel, donc sur le bien-être non seulement, donc bien au-delà des victimes directes des attentats et de leurs proches, mais l'idée que les attentats peuvent aussi impacter le bien-être de gens qui se trouvent très éloignés du lieu des attentats, qui n'ont aucun lien de parenté ou d'amitié avec les victimes. Et non seulement les bien-être, les économistes aussi de la santé se sont intéressés aux effets des attentats sur la santé mentale, qui inclut aussi le bien-être, et sur la santé physique. Aussi, les économistes dans les domaines de l'éducation se sont intéressés aux effets des attentats sur la réussite scolaire, les résultats scolaires des élèves. Et en plus, il y a des études sur les effets autour des effets des attentats, sur la façon de s'alimenter, donc sur le choix de certaines nourritures, de certaines sortes de biens qui sont plus sensibles au stress. Alors, pourquoi c'est l'économie micro, et pourtant, il y a différentes filières qui s'intéressent aux attentats, mais les mécanismes sont communs. Donc, alors que ça peut sembler que je vous donne un aperçu d'un panorama de choses très différentes. En effet, toutes ces différentes filières de la microéconomie conviennent sur les mécanismes de transmission des effets des attentats. Donc, l'idée, c'est que par les biais des médias, donc nous avons parlé avec Daniel de médias pour repérer et quantifier les nombres des attentats, mais aussi les médias vont diffuser cette information aux gens. Ah, donc, par les biais de médias qui vont nous parler des attentats, les individus peuvent développer des sentiments de peur, de stress, qui peuvent impacter leur bien-être, leur santé, leurs résultats scolaires. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces études. Je vais vous parler d'abord d'une étude que j'ai conduite moi-même avec des collègues autour des effets des attentats de l'attentat au marathon de Boston en avril 2013 aux États-Unis. Nous avons examiné une base de données américaine avec des échantillons représentatifs de la population américaine. Donc, c'est une base de données statistiques qui est collectée par le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis et qui va recueillir des informations sur des indicateurs de bien-être des Américains. Et nous avons trouvé un effet négatif très fort de l'attentat du marathon de Boston sur le bien-être des Américains partout aux États-Unis. Donc, non seulement dans la région de Boston, proche des attentats, mais l'Américain peut avoir été affecté négativement parce qu'il s'est senti évidemment touché par le fait que d'autres ont été victimes, que quelque chose de très dramatique s'est passé. Nous avons aussi trouvé une augmentation du stress. Dans les domaines du bonheur, on a aussi d'autres études qui ont trouvé que les Britanniques ont réagi très fortement aux attentats du septembre 2001 à New York. Donc, il y aurait eu un effet très négatif sur la santé mentale des Britanniques après les attentats de New York. Alors, pourquoi? Alors que New York et Londres, l'Angleterre et les États-Unis sont très éloignés géographiquement. Et pourtant, il y a eu cet effet très fort dans des études solides ont témoigné. Alors, l'idée, justement, que c'est à cause de médias, à cause du fait que Londres, il a aussi une city, c'est l'activité économique financière est très développée aussi à Londres comme à New York, que parmi les victimes de New York, il y avait aussi beaucoup de Britanniques. Donc, ce sont les mécanismes, ce sont des mécanismes qui sont plutôt du ressort de la psychologie, mais après les économistes en quantifient
les effets en termes de retombées sur le bien-être individuel, la santé et la réussite scolaire. Est-ce que j'ai aussi le temps de vous parler de quelques études sur la réussite scolaire très brièvement? Tu as le temps. Juste, je t'interromps en te posant une question. En fait, concrètement, comment est-ce que les économistes ou comment est-ce que toi et tes co-auteurs, vous faites pour évaluer justement cet effet sur le stress ou sur le bien-être des Oui, gens? très bien. C'est une très bonne question parce qu'en effet, cette méthode est commune à toutes les études qui ont été conduites dans ce domaine. Donc, c'est qu'on fait, on compare, on utilise des bases de données dans lesquelles on peut voir, on peut, on peut quantifier certains indicateurs, donc soit les indicateurs santé, soit les indicateurs bien-être, ou bien les notes des élèves à l'école. On va voir tout cela dans les temps et donc on peut comparer ces indicateurs avant et après les attentats. Donc, c'est la méthode principale pour déduire, quantifier les effets des attentats, c'est de trouver des situations comparables et ensuite, c'est le choc des attentats qui intervient et on va voir. Donc, par exemple, dans les cas justement des études sur les étudiants des écoles, aux États-Unis après les tueries, mais aussi en Israël et aussi en Norvège où il y a eu des attentats. Ces attentats ont eu lieu, certains attentats ont eu lieu juste avant les examens du bac dans ces pays. Et donc, les chercheurs économistes, ils ont pu voir dans des bases de données administratives les résultats scolaires des élèves habituellement dans les années précédentes. Et ensuite, ils ont vu qu'au bac, ces élèves qui étaient des élèves très prometteurs, puisque leur école était proche du lieu où il y avait eu la tuerie ou les attentats, eh bien, les résultats ont été beaucoup moins bons que d'habitude, de ce qu'on aurait pu s'attendre. Et ça, de façon que, ouais, on utilise des méthodes, comme vous connaissez, donc ce sont des méthodes statistiques, économétriques. Donc, on a des échantillons très larges. On peut dire, voilà, ce n'est pas que Hippolyte ou Elena, mais c'est vraiment en moyenne, on voit qu'il y a un comportement très important au niveau de toute la population des élèves des écoles proches des attentats qui ont eu une réussite beaucoup moins bonne à cause du fait qu'il y a eu des attentats juste avant leur bac. Et donc, qu'est-ce que ça peut avoir? Ça peut avoir des conséquences aussi sur leur accès par la suite aux études supérieures. Ce sont des chocs néanmoins très importants. Et moi, je m'arrête là, mais je veux dire, ce sont des études d'économistes qui pourrait aussi servir peut-être pour informer la politique publique sur certaines mesures à prendre, peut-être. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on a bien compris, hein, c'est très intéressant. Tu dis que même potentiellement l'alimentation est modifiée. Oui. Comment est-ce qu'on voit ça en fait? Là, il y a deux mécanismes. Donc, d'une côté, il y a eu des études, par exemple pour l'Inde, lors de conflits entre les différents villages indiens, en fonction des conflits religieux. Donc, certaines religions, donc il y avait la façon de se nourrir était très liée. Pendant les conflits, certains biens qu'on ne consommerait pas. Donc, si par exemple, voilà, ça peut changer. C'est-à-dire, je ne vais pas consommer les biens que mon ennemi aurait consommés. Et ou bien il aurait des gens de bien des conforts. Donc, nous, par exemple, on a étudié dans les cas de la France avec des données sur la consommation de ménages français. On a trouvé que les biens qui sont plus sensibles au stress, comme par exemple les sucreries, la consommation des sucreries a augmenté fortement après les attentats, surtout dans les familles avec des enfants ou des jeunes. Donc ça, on trouve que ça peut être un peu alertant parce qu'on sait très bien que les sucreries sont pas très très bonnes pour la santé, voilà. Donc il y a eu des études, d'autres études, ils se sont concentrées plutôt sur la nourriture. Alors, on ne consomme pas les porcs, on ne consomme pas si nos ennemis sont des musulmans qui nous attaquent, alors nous on va arrêter la consommation du porc parce que du coup on veut quand même. Donc il y a des choses qui peuvent se passer aussi au niveau de l'alimentation. Oui.
Merci beaucoup, hein. C'est vraiment très intéressant et je retiens surtout le fait que non seulement il y a les victimes et les proches qui sont touchés, mais c'est toute la société en fait finalement qui réagit et potentiellement même des habitants d'autres pays qui, via les médias ou bien le traitement médiatique hein, qui peut être fait de ces événements, et c'est bien, hein, le but n'est pas d'empêcher le traitement médiatique, hein, c'est très important d'en parler, mais il faut prendre aussi conscience que ça a des impacts sur les gens, potentiellement sur l'éducation, donc sur l'alimentation et donc la santé, et puis à le niveau de stress. Hein. Merci beaucoup, Elena, on reviendra un petit peu plus tard avec toi. Je vais maintenant m'adresser à Christophe Muller. Hein. Tu es professeur à l'Université d'Aix-Marseille et tu travailles dans ce cas plus spécifiquement hein, sur les pays arabes et les pays africains. Voilà, quels sont les mécanismes en fait qui font que voilà, on a vu que c'était des pays qui sont très très touchés par cette violence politique et notamment par la violence terroriste. Est-ce que l'économiste peut nous aider à comprendre les mécanismes qui font que cette violence se met en place et semble perdurer en fait? Bonjour, donc je vais dire quelques mots sur ces points, sur ce qui nous intéresse, nous, avec un collègue belge qui s'appelle Pierre Péché, c'est de mieux comprendre la persistance des violences politiques dans ce genre de contexte, en Afrique du Nord et au Proche-Orient au sens large, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pays MENA, qui inclut aussi l'Israël, la Turquie, l'Iran, et qui sont des pays où les habitants ont vécu des périodes de violence politique depuis la deuxième moitié, on peut dire, du XXe siècle, ou en tout cas la fin du XXe siècle, et au début du XXe siècle, comme l'a bien montré Daniel Mirza. Alors cette violence politique, c'est le terrorisme que Daniel a bien présenté, mais sont des soulèvements populaires, sont des insurrections de certains groupes de la société, c'est une violence étatique qui est considérable par la police, par l'armée, par des services secrets ou des milices particulières. Donc ces épisodes de violence couvrent largement l'histoire de tous ces pays. Il suffit de penser en ce moment à ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, même en Turquie, quand on pense aux Kurdes, par exemple. Donc, une violence qui est lourde et dont Hippolyte Dalbis a montré les dégâts, ainsi qu'Elena Stancanelli, dans de nombreux domaines. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre pourquoi cette violence existe alors qu'elle fait autant que dégâts et que finalement tout le monde, tous les intervenants auraient intérêt à vivre dans un monde beaucoup plus pacifique. Tout le monde y perd, y compris ceux qui engendrent et participent à la violence. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence, elle n'arrive pas par hasard, elle est organisée. Donc elle est organisée par des gouvernements, qui ont évidemment les moyens des gouvernements et notamment les moyens militaires, mais elle est aussi organisée par des organisations qui représentent des communautés, souvent des minorités dans ces pays, qui peuvent être des minorités ethniques, qui peuvent être des minorités religieuses ou des partis politiques qui ont certaines affiliations avec des groupes de population. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a essayé de suivre ces organisations, toutes les organisations qui existent dans ces pays, qui sont de ce type, qui peuvent éventuellement subir ou faire appel à la violence dans leur stratégie contre le gouvernement. Donc la violence, ça peut être le terrorisme, ça peut être la guérilla, ça peut être une insurrection, mais ça peut être aussi être victime de la violence de la part de ces organisations. Alors on en suit 121 pendant un quart de siècle à partir des années 80. Et on a donc construit ce genre de données et on sait chaque année s'il y a une insurrection, s'il y a des actes de terrorisme, s'il y a une intervention de l'État qui a réprimé dans une certaine zone. Donc on a
on a cette information. Le type d'organisation auquel on pense, tout le monde les connaît, enfin tout le monde en connaît certaines, les plus fameuses. C'est par exemple Hamas dans la zone de Gaza ou en Israël, bien sûr, où pendant cette période, Hamas a en permanence tous les ans commis des actes terroristes et a souffert tous les ans de répression du gouvernement israélien, avec quelques années de tentatives de soulèvement plus généralisées. C'est des organisations comme le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah au Liban, c'est aussi une organisation qui a été impliquée dans des actes terroristes et d'insurrection. C'est le PKK en Turquie qui est le principal parti, en tout cas mouvement de guérilla turque qui, pendant des années 80 à 2005, a pratiquement toujours été en soulèvement, en insurrection contre le gouvernement et a toujours subi des répressions féroces, des violences féroces de la part du gouvernement, avec quelques années aussi l'utilisation de stratégies terroristes. Mais il y a beaucoup d'autres organisations dont on entend moins parler parce que justement elles sont quand même moins violentes ou elles souffrent moins de la violence, et vous pouvez dans tous ces pays-là les suivre et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi ça dure aussi longtemps alors que c'est si terrible comme vous l'avez expliqué. Et quand on regarde la littérature en sciences sociales, en économie ou dans d'autres sciences sociales, quand on regarde dans les médias, quand on regarde dans les rapports ou dans les actions des ONG ou des organisations internationales qui essayent de traiter ces problèmes, qu'est-ce qu'on voit? On voit principalement que la réflexion est dominée par des études de cas. Ce que nous a montré Daniel Mirza, finalement, c'est plutôt une exception, c'est-à-dire prendre un point de vue un petit peu global pour comprendre ces phénomènes. En général, on regarde des études de cas. L'opposition entre le gouvernement d'Israël et les organisations palestiniennes, que ce soit le Hamas, le LP ou le Fatah, c'est une étude de cas qui a été étudiée par tout le monde à un certain moment. Donc, nous, on essaie d'avoir une vision plus globale pour comprendre un peu mieux quelle est la source de ces phénomènes. Alors, ce sont des études de cas et souvent, il faut bien le dire, ces études partent d'un cadre analytique qui est déjà en largement donné a priori. Soit parce qu'il y a des raisons idéologiques, évidemment, ce sont des lieux d'affrontement entre des camps, donc vous allez avoir forcément des personnes qui sont impliquées dans les études, qui ont leur propre orientation, mais aussi parce que c'est difficile de réfléchir à ces questions avec données limitées. Donc, on va rajouter des histoires, on va rajouter beaucoup de discours narratifs qui sont intelligents, qui sont intéressants et qui sont souvent d'ailleurs pertinents, mais qui sont basés sur des choses qu'on n'observe pas. C'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer les stratégies, ce qui se passe dans la tête des leaders d'un camp et comment ils pensent que l'autre camp va répondre. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de travaux très intéressants de ce genre et nous, on essaye de prendre le contre-pied en regardant simplement les événements, ce qui se passe d'une année à l'autre pour chacune de ces organisations au cours d'un quart de siècle. Et on le fait en utilisant des techniques économétriques et des techniques d'économie théorique dont je ne parlerai pas parce que ce sont des choses qui prendraient beaucoup plus de temps, mais qui consistent à prendre les données et essayer d'expliquer l'émergence de ces différents phénomènes de violence, donc de la violence de l'État, du terrorisme, des insurrections, en contrôlant pour le contexte, en essayant de tenir compte de la conjoncture et surtout, dans notre cas, en essayant de capturer l'influence des violences des années passées, des années précédentes, sur ce qui se passe pour chacune des organisations, sur son engagement dans le terrorisme, dans des actes de terrorisme, sur sa participation à un soulèvement, à une insurrection, ou sur le fait qu'elle va souffrir
des dommages de la part de la répression de l'État. Alors, notre point... Peut-être, Christophe, une petite oui. question à ce stade. Oui. Donc, finalement, avant même que tu présentes tes résultats, je voulais savoir, du coup, ce sont des résultats globaux, généraux, qui valent pour tous ces événements terroristes, ou est-ce que vous arrivez à avoir des résultats qui vont être spécifiques à telle région, à telle époque? Comment se comparer avec justement ces études de cas qui sont faites par les politistes ou par les spécialistes, je dirais, oui. d'un mouvement théorique? Très bonne question. Très bonne question. Effectivement, notre point de vue, il est un peu global. Donc, ce qu'on essaye d'étudier, de représenter, c'est la tendance centrale de tous ces phénomènes, ce qui va résumer, en gros, ces événements. Et effectivement, on aimerait pouvoir faire le pont avec des situations spéciales. Donc, dans nos travaux, on introduit ce qu'on appelle des éléments d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on peut, pour certains pays, essayer de regarder ce qui se passe particulièrement dans ce pays, parce que c'est un pays pour lequel on a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'organisations dans ce pays, il y a une histoire de violence qui est longue et riche, et donc on peut arriver à dire des choses sur des pays comme évidemment l'Israël, la Turquie, l'Iran, ce sont des pays où il se passe, ou l'Irak, où il se passe beaucoup de choses. Mais pour d'autres pays, le niveau d'information statistique est insuffisant et il faut compléter. Et de toute façon, même si on a une vision globale, et je vais parler des résultats et des conclusions, il faut bien voir que quand on a compris quelque chose sur le phénomène global, quand on veut passer à la mise en œuvre pratique politique, il faut bien sûr revenir sur le terrain et se replonger dans les caractéristiques locales et particulières de chacun des pays. Hein. Les deux approches ne sont pas exclusives. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une compréhension globale de ces phénomènes, mais chaque cas est particulier, et donc ça, il faut compléter les connaissances globales, évidemment, par beaucoup de travail de terrain, y compris, comme tu l'as bien expliqué, par des informations qui ne relèvent pas de l'économie, mais qui relèvent peut-être d'autres sciences ou d'autres pratiques. Alors, ce qu'on fait, on trouve beaucoup de choses, mais peut-être je vais insister sur 3 points. Le premier point, c'est que de ces estimations, donc vous imaginez, vous avez des modèles qui essayent de comprendre comment ces événements émergent, et vous avez des variables explicatives au cours du temps pour toutes ces organisations dans tous ces pays. Et un des résultats les plus intéressants, c'est qu'on trouve qu'il y a on révèle l'existence générale de mécanismes latents de représailles mutuelles pratiquement immédiates. Donc, à travers tous ces événements, à travers cette forêt très compliquée de violence qui dure autour du temps, le modèle nous permet de spécifier certains paramètres qui vont décrire ces réponses, si vous voulez, cette sorte de vendetta immédiate. Et pourquoi c'est important de mettre ceci en évidence? Parce que bien sûr, c'est cela qui engendre la durée de la violence chronique et le caractère grave. Et c'est cela qui l'engendre souvent en dépit des intentions des acteurs. Le gouvernement, lui, il veut se débarrasser peut-être du terrorisme, il va taper fort et ensuite il se dit, bon voilà, on arrête. Mais non, les terroristes ou les organisations vont se venger, le gouvernement va répliquer, et comme ça, on est parti pour 20 ans ou plusieurs générations. Donc le premier résultat empirique, qui est quelque chose qu'on ne peut voir que lorsque on regarde un ensemble de pays, d'organisations et de périodes suffisamment vastes, c'est que derrière ces phénomènes, on a des phénomènes de riposte, de représailles, et c'est peut-être ça qu'il va falloir briser. Le deuxième point, c'est plutôt un point de théorie économique qu'on traite avec des techniques de théorie des jeux, mais qui est une façon de comprendre ces représailles. D'où viennent-elles? C'est bien de voir que empiriquement, on a ces phénomènes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'après tout, ce sont
des actes qui sont planifiés. Ce sont des stratégies par les instances décisionnaires des organisations ou par les membres du gouvernement qui vont mener ces actions. Donc, on a besoin de plonger ces informations, de confronter ces estimations avec un cadre stratégique. Et ce qu'on trouve, c'est que l'histoire de cette violence correspond à des situations stratégiques qui sont en fait très spécifiques, qu'on peut identifier, qui reflètent donc les choix de la violence par les adversaires et leur perception des bénéfices d'utiliser la violence ou pas. Et ces situations stratégiques que je ne vais pas analyser maintenant, mais elle est intéressante parce qu'elle correspond à un manque de confiance de chacun des acteurs dans l'adversaire, et notamment à des peurs, à des appréhensions que l'adversaire ne respecterait pas une trêve ou une désescalade s'il y avait une opportunité. Donc on peut utiliser, si vous voulez, la connaissance empirique qu'on a dégagée par nos études et la connaissance théorique qu'on a développée en faisant des raisonnements logiques sur les stratégies, on peut l'utiliser pour ensuite, et c'est le dernier point, et j'en finirai avec ça, pour tirer des leçons de politique qui ramèneraient ces pays, ces organisations à une situation beaucoup moins violente. Et il y a essentiellement deux types de politiques qui se dégagent et qu'on peut déduire de ces analyses. Les premières qui sont, on est dans cette situation stratégique où, à cause d'un manque de communication, de confiance, une mauvaise anticipation des intentions de l'adversaire, on est bloqué dans une sorte d'équilibre de violence et donc on reste dans cette situation stratégique, mais on peut essayer de la déplacer pour baisser le niveau de violence. Et là, ce sont des politiques légères qui sont ce que vous observez dans les médias, donc les conférences, le dialogue, l'encouragement au dialogue, l'intermédiation, vous voyez, tout ce qu'on voit fréquemment. Et puis, il y a un deuxième type de politique qui est de dire, puisqu'on a compris que la violence correspond à une situation stratégique particulière, eh ben on peut faire quelque chose pour changer la situation stratégique et faire que les acteurs n'aient plus intérêt, finalement, y compris à court terme, à répondre de façon violente. Et alors là, ce sont des politiques beaucoup plus lourdes qui peuvent aller jusqu'à l'intervention militaire, mais qui sont souvent la promesse de financement, alors y compris, on va acheter évidemment les gens pour faciliter des choses, donc des pressions très fortes, mais qui sont aussi beaucoup plus coûteuses. Donc pour conclure, donc ce que je vois que Hippolyte m'y engage. Ce que je voulais vous montrer, c'est que en économie, en utilisant des données, des techniques statistiques et des modèles théoriques, on peut arriver à des conclusions utiles qui sont des conclusions de politique économique qui sont déduites de ce qu'on a pu apprendre par toutes nos études. Mais bien sûr, comme ça a été souligné, c'est une conclusion générale et ensuite il faut prendre ce cadre général pour l'adapter à chaque cas particulier et faire intervenir beaucoup plus d'informations précises, spécifiques sur le cas, l'étude de cas concernés. Merci Christophe, c'est vraiment très intéressant. En plus, ces notions de la violence appelle la violence d'une certaine manière, et puis ces cercles vicieux qui peuvent se transformer en ce qu'on, nous économistes, on avait tendance à appeler des trappes à sous-développement, et j'ai l'impression que finalement tu crées cette notion de trappe à terrorisme, finalement, des situations où on ne peut plus sortir d'un cycle de violence. J'ai juste une question très, très courte, comme réponse j'attendrai, mais je voulais savoir, est-ce que finalement tous ces modèles pourraient permettre de faire de la prévision? Les météorologues essaient de prévoir le climat, les économistes, je ne sais pas quoi, prévoient le PIB. Est-ce que finalement, avec le développement d'outils statistiques tels que sur lesquels tu étudies, finalement, est-ce qu'on pourrait prévoir les lieux où il va y avoir de la violence demain, où il va y avoir des attentats terroristes? Est-ce qu'il y a cette dimension opérationnelle, en fait, dans la recherche? Alors, on peut le faire. On peut le faire. Il faut bien voir que
les performances des prévisions en économie ou en sciences sociales sont relativement faibles. Sont bien plus faibles que celles qu'on a en météorologie, y compris lorsqu'on veut prévoir la croissance. Et on le sait, par exemple, pour les crises économiques qui sont… pardon, je te coupe. La préférence par rapport aux réalisations est faible, mais la performance par rapport aux réalisations est faible, mais la performance par rapport à aucune à ne rien faire, information, voilà, à ne rien faire. Et voilà. Alors, donc ça, on peut le faire, et là où ta question est intéressante, c'est que on peut le faire en s'appuyant sur ce qu'on a compris. C'est-à-dire que les prévisions, ça ne doit pas être quelque chose d'automatique où on prend une équation et on change une variable et on regarde ce que ça donne. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la nature des modèles, quelles sont… Donc, si on a compris qu'il y a des réactions de ce genre-là, on va pouvoir effectivement faire des prédictions qualitatives, c'est-à-dire qu'on va être capable de voir que s'il y a un attentat, et ça, tout le monde peut le faire en regardant les informations, on sait très bien que s'il y a un gros attentat mené par le Hamas à Tel Aviv, disons, le lendemain ou quelques jours plus tard, il va y avoir des bombardements. Donc, on peut arriver à le quantifier et par exemple, ce qu'on obtient comme prédiction, c'est s'il y a un acte de violence comme ça contre une communauté dans un de ces pays, une année, la probabilité d'avoir une réplique sous la forme de terrorisme ou d'insurrection va augmenter d'environ 20%. Donc, s'il y a juste une année, on a des éléments de ce genre-là. Mais on a aussi une capacité de prédiction en comprenant les ressorts stratégiques. C'est-à-dire que souvent, peut-être que dans ce domaine, plutôt que des prédictions chiffrées, on va comprendre ce qui se passe, le mécanisme, et c'est le mécanisme qui va nous aider à comprendre des choses. Donc, si on voit qu'on a des situations où les opposants ne se parlent pas du tout, notre prédiction du futur, elle va être beaucoup plus sombre que dans une situation où des ponts commencent à être construits. Mais on est très loin de pouvoir donner des chiffres précis, bien sûr, dans ce domaine comme d'autres en sciences sociales. Merci beaucoup, Christophe. Donc jusqu'à présent, on a beaucoup réfléchi à la question de l'impact du terrorisme dans les pays qui subissent en fait un attentat terrorisme, pour les populations, qu'elles soient victimes ou non. Et peut-être dans la deuxième partie de cette conférence, on aimerait aborder une question plus globale qui a trait en fait à ce terrorisme transnational. C'est dans quelle mesure en fait le terrorisme, et cette forme de terrorisme qui s'est beaucoup développée depuis les attentats de New York, finalement est capable d'être un frein à la mondialisation. Est-ce qu'elle est capable d'avoir un impact avec la mondialisation? Alors, je vais me tourner tout de suite vers Ekram Bhuttan. Donc, Ekram, tu es enseignante à l'Université d'Auvergne. Et voilà. Et donc, toi, tu travailles sur les questions migratoires, et notamment sur les flux migratoires vers l'Europe ou vers la France. Et voilà, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un impact du terrorisme sur ces flux? Merci beaucoup, Hippolyte. Donc, je vais continuer avec la vision globale qui a été soulignée en fait par Christophe, qui est basée sur ce qu'on observe et ce qu'on peut mesurer. Et ce qu'on peut voir, c'est que les attentats terroristes génèrent de l'incertitude, une incertitude qu'on observe à la fois dans les pays où les attentats sont perpétrés, mais aussi au-delà. Donc, il y a eu clairement un avant et un après 11 septembre. Et si le terrorisme a toujours été une réalité, comme l'a souligné en fait le rapporteur des Nations Unies en 2002, les attentats du 11 septembre 2001 ont eu des répercussions qui sont sans précédent. Et donc, en ce qui concerne l'immigration, suite à ces attentats, le Conseil européen a appelé les pays membres à renforcer les contrôles aux frontières, à revoir la politique d'asile en prenant en compte que la menace terroriste, en prenant en compte cette menace terroriste et son ampleur, et surtout à mettre en place des vérifications qui sont plus approfondies avant de délivrer des titres de séjour aux migrants permanents.
Et donc, depuis cette époque, en fait, et ça continue, hein, c'est que les considérations sécuritaires ont pris de plus en plus d'ampleur. Et ces considérations sécuritaires, elles ont des conséquences en matière de mondialisation et elles ont des conséquences plus précisément en matière de gestion des mouvements des personnes et en matière de gestion migratoire et de gestion de l'asile dans les pays européens, même lorsque ces attentats-là n'ont pas eu lieu, lorsqu'ils n'ont pas lieu sur le territoire européen. Et donc, comme l'a montré Daniel, donc, c'est un des effets, parce qu'on s'attendrait peut-être à une certaine restriction liée en fait, à ce contexte sécuritaire. Mais comme cela si bien montré Daniel, on observe une tendance à la hausse des attentats terroristes depuis 2001, une tendance qui s'est accélérée. Ils sont principalement perpétrés dans des pays qui sont en développement et les victimes sont principalement les ressortissants de ces pays. Et donc, on observe une augmentation de l'insécurité dans ces pays, qui sont des pays, les principaux pays d'origine des migrés, et les conséquences sociales et économiques de ces attentats peuvent contribuer à augmenter les migrations et donc les flux de départ des personnes vers un pays plus sûr, où ils espèrent trouver des perspectives qui sont meilleures. Et donc, on a deux effets qui sont générés par l'incertitude, qui est liée en fait au terrorisme. D'une part, on a un renforcement des contrôles et une politique d'immigration et d'asile qui est de plus en plus restrictive dans les pays européens, qui contribuerait à réduire les flux migratoires vers l'Europe. Et on a d'autre part une dégradation de la situation sécuritaire et ses conséquences sociales et économiques qui pourrait se traduire qui se traduit par de plus en plus de personnes qui ont des projets migratoires, notamment vers l'Europe. Et donc, lequel de ces deux effets l'emporte? Est-ce qu'au final, on va avoir une immigration vers l'Europe qui a augmenté, a baissé suite aux attentats du 11 septembre? Et c'est à ce genre de questions que les outils de l'analyse économique peuvent être utiles. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas simplement d'observer les données sur l'immigration en Europe. Ces données à elles seules, elles ne permettent pas de répondre à ce type de questions. Pourquoi? Donc, on dispose de données sur le nombre de personnes qui ont obtenu un droit de s'installer durablement sur le territoire européen ou en France plus particulièrement, donc les migrants permanents. On a aussi des données sur le nombre de personnes qui ont déposé une demande d'asile et donc sur les demandes d'asile qui sont enregistrées en Europe. Ces données, ce sont des observations ex post, donc des données qui sont réalisées après les faits. Et donc, il n'y a pas que, et dans les faits, il n'y a pas que celui qui nous intéresse ici, qui est le terrorisme. Et donc, les données, elles reflètent une multitude de faits, une multitude de facteurs explicatifs qu'il n'est pas facile de démêler les uns des autres. Et c'est là où les outils de l'analyse économique sont particulièrement utiles pour repérer, pour identifier l'effet de l'incertitude qui est généré par les attentats sur les migrations en particulier. Et donc, une fois qu'on avait fait ces analyses, alors qu'est-ce que nous dit cette analyse des effets du terrorisme sur les migrations? Donc, je commence par l'échelle européenne, donc au niveau européen. Si on prend les 15 principaux pays d'accueil de migrants en Europe, cette incertitude qui est générée par les attentats du 11 septembre a réduit les flux des migrants permanents, mais elle a augmenté les flux des demandeurs d'asile. Donc, on observe effectivement dans les chiffres, une fois qu'on a évalué proprement la réponse des flux migratoires au niveau européen, que le renforcement des contrôles suite aux attentats du 11 septembre et la politique d'immigration sont devenus de plus en plus restrictifs. Et on estime que la baisse des flux de migrants permanents a près de 8% dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre. En ce qui concerne l'augmentation des demandes d'asile en Europe, elle est estimée à 12%. Et elle peut paraître un petit peu paradoxale comparée à la réaction des flux migratoires, mais on peut l'expliquer. Pourquoi on peut l'expliquer? Parce que le renforcement des contrôles et l'application plus stricte des clauses d'exclusion qui sont prévues dans la Convention de Genève, ça a influencé effectivement le résultat de l'instruction éventuellement des demandes d'asile, mais ça, c'est très difficile à évaluer. En revanche, ce qu'on a observé, c'est que le renforcement des contrôles, c'est plutôt un renforcement des contrôles aériens qui a rendu quasi impossible le fait qu'une personne sans visa, sans une autorisation d'entrée ou de séjour, puisse prendre l'avion pour arriver sur le territoire européen. Et donc, les personnes qui sont à la recherche d'une protection internationale, la protection internationale d'un pays européen, elles arrivent principalement d'une manière irrégulière
Et ils empruntent des routes qui sont de plus en plus périlleuses. Ils traversent la Méditerranée, ils traversent plusieurs pays avant d'arriver dans un pays membre de l'Union européenne. L'autre point qui est important en fait à souligner, c'est que ces personnes qui souhaitent en fait qui souhaiteraient avoir une protection internationale d'un pays européen, généralement ils choisissent un pays qu'ils souhaitent rejoindre, où ils estiment qu'ils ont des perspectives d'intégration qui sont meilleures. Et donc, leur destination n'est pas nécessairement le pays d'entrée. Ils essayent de continuer leur route en traversant ensuite, une fois qu'ils sont arrivés sur le territoire européen, des frontières intérieures. Donc ça, c'est pour le cas, l'échelle européenne, donc en moyenne pour les pays européens. Donc, on a deux effets qui ne vont pas dans le même sens. Donc, un effet plutôt de baisse des flux de migration permanents et une augmentation des flux de demandeurs d'asile. Donc, si j'ai le temps, je vais quand même aborder le cas de la France, puisqu'on a aussi regardé plus précisément ce qui se passe au niveau de la France en particulier. Cette incertitude qui est générée par les attentats… Oui, tu as le temps d'intervenir. Pardon, je te coupe juste une minute. Je voudrais bien que tu précises bien clairement, en fait, est-ce qu'il y a des distinctions entre voilà, la migration qui est issue de l'asile, hein, on comprend bien que lorsqu'il y a un attentat terroriste, il y a une violence politique de façon générale dans un pays, et potentiellement ça peut engendrer plus de demandeurs d'asile. Ou est-ce que tu peux distinguer en fait cette catégorie très spécifique de migration avec une migration plus large qui serait, voilà, je dirais la migration familiale, la migration de travail, etc. Et après, je te laisse parler de la France. Bon, la distinction, effectivement, elle est relativement claire, au moins compte tenu des données dont on dispose à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement la migration telle qu'on la mesure, ça va être le nombre de personnes qui ont obtenu le droit de s'installer durablement dans les pays de l'Union européenne, soit pour des raisons familiales principalement, soit pour des raisons de travail, soit éventuellement pour des raisons d'études ou d'autres raisons diverses. Les demandeurs d'asile, c'est une catégorie bien particulière. Ce sont des personnes, effectivement, qui arrivent généralement d'une manière irrégulière sur le territoire européen et que le temps de l'instruction de leur demande d'asile, ils ont effectivement un statut qui est temporaire. Ils sont en attente, effectivement, d'une décision. Donc, dans les données, les deux catégories sont relativement bien distinctes. Et effectivement, les facteurs qui motiveraient les migrations de ces deux catégories, les facteurs par rapport au pays d'origine, peuvent être aussi différents. Donc, je peux continuer sur la France ? Donc, la distinction est un peu plus simple dans le cas de la France puisque les données sont un peu plus fines. Donc, je vais être plus à l'aise sur cette question-là. Donc, pour la France en particulier, lorsqu'on mesure les faits qui sont générés par l'incertitude qui est générée par les attentats du 11 septembre, a réduit les flux de migrants permanents, mais elle a aussi réduit les flux de demandeurs d'asile. Et donc, ce qu'on observe dans le cas de la France, c'est que la politique d'immigration en France est devenue plus restrictive, mais aussi l'accès à la procédure d'asile, qui est devenue aussi plus restrictive consécutive aux attentats du 11 septembre. Alors, comment on peut expliquer cette baisse des entrées de demandeurs d'asile en France? Donc, cette baisse des entrées de demandeurs d'asile, elle reflète un accès à la procédure d'asile qui est devenu de plus en plus compliqué, surtout qu'en fait, lorsqu'on est au début des années 2000, on était effectivement dans la période où on a commencé à appliquer d'une manière beaucoup plus stricte le règlement du Dublin qui désigne le pays d'entrée comme le pays responsable de la demande d'asile. Et donc, on estime cette baisse des flux de demandeurs d'asile suite aux attentats de 11 septembre à près de 30%. Et donc, effectivement, les restrictions semblent avoir été plus fortes dans le cas de la France par rapport à la moyenne européenne. Et ça peut s'expliquer notamment par la position géographique de la France qui, pour accéder finalement au territoire français, il faut traverser d'autres pays européens pour pouvoir effectivement demander l'asile en France. Donc, un dernier point, c'est surtout sur les données qui sont disponibles sur l'immigration en France nous permettent d'avoir une analyse un peu plus fine sur les migrants permanents, selon notamment les motifs de délivrance des titres de séjour. Et on peut distinguer l'immigration qui est dite choisie, donc les entrées des migrants permanents pour motifs professionnels ou pour motifs d'études, du reste de l'immigration, donc l'immigration qui est dite subie dans le débat public français,
qui est principalement la migration familiale. Et ce qu'on montre, c'est que l'incertitude qui est générée par les attentats, elle a eu des effets plus importants sur cette immigration dite subie, qui a diminué de plus de 21%, alors que l'immigration qui est dite choisie n'a diminué que de 11%. Et donc, tout ça pour dire que voilà, c'est que les attentats, notamment en particulier les attentats du 11 septembre 2001, a eu des répercussions qui sont sans précédent, se sont traduits par une sécurisation des frontières et par des restrictions, notamment en matière d'immigration et d'asile en Europe. Et les outils dont on dispose dans l'analyse économique et plus précisément dans l'analyse macroéconomique permettent d'évaluer, de quantifier les effets du terrorisme sur les flux migratoires en Europe et en France. Merci. Donc, merci beaucoup. On voit bien que c'est très intéressant parce qu'on voit bien que finalement, ça commence comme une analyse juridique, en fait, des différents textes, ou une analyse contextuelle, historique des événements. Et ce que peut apporter l'économiste, c'est la quantification. Et comme tu le montres, il y a potentiellement deux effets. À la fois, il y aurait, suite à une augmentation des attentats, mettons dans l'Afrique du Nord, par exemple, il pourrait y avoir plus de candidats à la migration de ces pays-là. Et en même temps, des restrictions de la part des pays du Nord et on ne sait pas quel est l'effet potentiellement qui domine, et c'est le rôle de l'économiste d'identifier proprement quel est l'impact. Voilà, très, très intéressant. On va continuer sur un autre aspect de la globalisation, qui est finalement le commerce international ou les flux de capitaux avec toi, Daniel. Mais juste avant de te donner la parole, je voudrais quand même te poser une question qui m'a été posée dans le chat par un des auditeurs de notre conférence, et qui challenge un petit peu, si je puis dire, les données que tu as présentées au début, parce qu'il nous dit, alors je ne sais pas son prénom, c'est anonyme, donc cette personne anonyme nous dit, mais est-ce qu'il y a vraiment plus d'attentats, ou est-ce que ce n'est pas simplement le fait qu'on en parle plus qu'avant? Et je trouve que bon, c'est souvent quelque chose qu'on entend, mais c'est comme tu nous disais que tes données venaient d'articles de journaux, je trouve que c'est quand même assez pertinent. Est-ce qu'on peut contrôler pour ça? Est-ce qu'on sait répondre à cette question? Alors, oui, il peut y avoir un peu de ça, mais quand on regarde tout de même les données vraiment concentrées sur les pays occidentaux, où depuis les années 70, en fait, on a des médias qui sont relativement efficients dans la manière de répercuter les informations. Je ne vois pas pourquoi les médias seraient plus efficients à répercuter les informations aujourd'hui dans les pays occidentaux plus qu'hier. Autant on peut le dire dans les pays en développement, autant on peut moins le dire dans les pays développés. Et il se trouve qu'en fait, même quand on se concentre là-dessus, on voit bien quand même que les données restent très cohérentes, et l'évolution des attentats contre des victimes occidentaux dans les pays étrangers, parce que c'est ça ce qui se passe en général, beaucoup plus que des attentats chez nous. Les attentats chez nous, c'est de l'ordre de l'exceptionnel quelque part. Pourtant, c'est les attentats qui font le plus parler d'eux parce qu'ils sont proches de nous. Mais en fait, des attentats dont sont victimes les Occidentaux dans les pays en développement, il y en a depuis longtemps. Et en fait, en général, on voit bien que l'évolution a été quand même aussi forte vis-à-vis des attentats envers les Occidentaux dans les pays en développement, même quand on prend justement ces pays-là et qu'on ne considère pas vraiment les pays, ou ce qui se passe dans les pays en développement seulement. Donc, je pense que pour répondre à la question de cet auditeur, je ne pense pas qu'il y a un grand biais, si biais il y a, de ce point de vue-là. Je pense que c'est important aussi de dire que toute mesure en sciences sociales et peut-être en sciences aussi, il ne faut pas non plus, mais peut être biaisé, mais il faut être au courant de ce biais pour potentiellement le maîtriser. Mais voilà. Néanmoins, si je peux juste rebondir sur cette question,
on sait très bien qu'Internet, c'est plutôt ces années, hein, parce que quand même, il n'y avait pas Internet avant. Donc, peut-être est-ce que l'effet d'avoir Internet, ça nous permet aussi de quantifier davantage. Oui, mais dans les années 2000 jusqu'en 2010, on avait aussi Internet. Et pourtant, les attentats étaient très faibles. Donc, si on démarre à partir de l'ère Internet et l'ère où il y a de plus en plus de données qui sont à récupérer, il se trouve qu'en 2001 et 2008, c'était une période qui était une période d'accalmie dans ce sens. Bon, il y a eu l'attentat de 2001 qui a été énorme. Puis les deux, trois attentats qui ont suivi après à Madrid et puis à Londres en 2003, en 2005. Mais finalement, partout dans le monde, il y a eu beaucoup moins d'attentats entre 2001 et 2008. Et puis pourtant, l'Internet était là. Et là, tu vois bien, laissons de côté ce qui s'est passé avant les années 90, parce que là, pour le coup, ça peut poser question. Mais entre 2000 et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on relaterait encore mieux aujourd'hui que dans les débuts des années 2000. Peut-être avec l'intelligence artificielle, on relate un peu plus. Mais vous voyez, ouais. Oui, juste je termine là-dessus. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on relate un peu plus, mais vous voyez, ça tombe depuis 3-4 ans, autant que ça a monté juste avant. Donc, vous voyez bien qu'il y a à apprendre à laisser dans cette critique. Daniel, peut-être, c'est un point qui est important, c'est de se rendre compte que le terrorisme, c'est principalement pas dans les pays occidentaux. Évidemment, les médias, on en parle beaucoup chez nous, et ça a beaucoup de visibilité, mais l'immense majorité des victimes du terrorisme, c'est dans d'autres pays, donc les pays l'Asie du Sud et maintenant beaucoup au Sahel. Donc, tes chiffres et tes courbes sont très intéressants parce qu'on voit bien en fait que c'est principalement du terrorisme classé comme transnational par GTD. Et donc, je me demande si ce ne sont pas les événements au Sahel qui sont finalement enregistrés comme transnationaux. Donc, il y a les deux. Le nord du Mali, le nord du Niger, le Tchad, voilà, et qu'on retrouve classés comme transnational, alors que leur nature, finalement, est relativement locale, d'une certaine manière. Alors après, ce qui est transnational peut être aussi local. Oui, ce qui est local n'est pas transnational, mais tout à fait, Christophe. Mais ce qui est transnational peut aussi être local. Et ce serait cette ouverture de cette nouvelle zone au terrorisme, parce que c'était des régions où il y a oui, on voit, c'est la seule et des violences, mais pas par ce type de... Ça se maintient ou ça augmente de violence. En termes d'incidence. Une deuxième zone, c'est évidemment toute la zone autour de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Inde, où là, il y a une densité d'événements qui est très importante. Oui, clairement. Et donc, ce qu'on peut appeler transnational, dans ce cas-là, c'est ce qui se passe au niveau de la ligne Durand, c'est-à-dire simplement des talibans qui traversent la frontière. Parce que les mouvements talibans qui ont maintenant pris le pouvoir en Afghanistan, en fait, avaient des bases arrières, la frontière et même un petit peu plus. Et effectivement, avec l'intervention des États-Unis et le développement de la guerre, on a oui, alors les talibans, quand on regarde de très près, mais je ne vais peut-être pas trop développer parce que j'ai encore autre chose à dire derrière. Je vais te couper la parole pour te la redonner tout de suite. En fait, voilà. Oui, bon, alors vas-y. Ah oui, donc tu veux, oui, non, mais on en reparlera après, alors, à ce moment-là. Non, mais si tu veux, c'est comme tu veux. C'est parce que c'est un point important, cette histoire de la mondialisation. Voilà, c'est ça. Avec Ekram, on se dit que, en fait, contrairement à l'intuition, peut-être que ça peut réduire les flux migratoires, finalement, cette augmentation du terrorisme, ou en tout cas l'incertitude qui est associée au terrorisme. Est-ce que toi, sur tes travaux, sur le commerce, sur les balances commerciales, sur les
balance des paiements, est-ce qu'on peut voir aussi des impacts qui seraient de démondialisation aussi suite à ce terrorisme? Est-ce que Oui, alors, généralement ces mouvements sont anti-mondialisation et donc est-ce qu'ils ont gagné d'une certaine manière? oui, tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que mes travaux sont concentrés pas mal sur l'impact des attentats sur le commerce international. Alors, juste un mot sur les mécanismes et juste après, un mot sur comment identifier ces mécanismes-là dans nos données. Alors, les mécanismes qu'on a en tête quand on regarde le lien entre le terrorisme et le commerce international, il n'y en a pas 50 000. C'est l'idée de dire que quand vous avez des attentats terroristes, ça crée des coûts de transaction. Alors, d'une part, les coûts de transaction, ça peut être des mesures sécuritaires en frontières, tout simplement, créées par les États pour sécuriser leurs frontières. Et d'autre part, c'est aussi des coûts d'assurance supplémentaires. Et tout ça, c'est des coûts de transaction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça crée de l'incertitude. Ekram en a parlé. Et cette incertitude, c'est aussi bien de l'incertitude qui joue dans le comportement des immigrés d'une part, ou des émigrés d'autre part, et puis du gouvernement d'autre part qui veut les recevoir. Mais il y a aussi de l'incertitude qui est liée aussi à l'incertitude de faire du business, en fait, des affaires avec des gens émanant de ces pays-là. Alors, que ce soit des incertitudes de coûts de transaction, eh bien, il y a eu des travaux, en tout cas, qui ont regardé l'impact des attentats, au bout du compte, sur le commerce international, sans rentrer dans ces détails d'identification de quel mécanisme est en train d'engendrer, justement, l'impact sur le commerce. Alors, il y a eu des travaux qui ont eu lieu jusqu'au début des années 2000, mais sauf que ces travaux-là ont été quand même assez critiqués, notamment par nous autres qui ont fait ces travaux juste après. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème, si vous voulez regarder l'impact des attentats sur le commerce, c'est qu'il y a pas mal de facteurs confondants. Les facteurs confondants, c'est quoi? C'est l'idée de dire que avec les attentats, au même moment qu'il y a des attentats dans un milieu donné, dans une région donnée, il y a aussi, il peut y avoir la guerre, il peut y avoir des insurrections, comme Christophe le notait tout à l'heure. C'est des pays fragiles, tout ça. Et comme c'est des pays fragiles, il y a beaucoup d'incertitudes, mais qui n'est pas nécessairement liée aux attentats, et beaucoup de coûts de transaction aussi, mais qui n'est pas nécessairement lié aux attentats, mais qui est lié au pays lui-même, à sa situation très fragile, très instable. Et tout ça, ça donne lieu à une réduction du commerce. Et toute la question parmi les économistes, c'est de dire, OK, mais comment fait-on pour essayer d'identifier ce qui vient véritablement des attentats terroristes, tout en mettant de côté, neutralisant tous les autres effets? Alors, il n'y a pas 50 moyens de le faire. Le premier moyen de le faire, c'est de se dire, OK, je vais me concentrer sur des pays qui ne sont pas en guerre, qui sont des pays stables, et qui, à un moment donné, observent des attentats. Et regarder comment ça impacte leur commerce par rapport à avant la période d'attentat, avant le cycle des attentats. Ça, c'est la première façon de le faire. Mais même là, étant donné qu'il y a donc des attentats perpétrés contre des victimes d'un certain nombre de pays qui sont stables, qui sont dits stables, prenons par exemple les États-Unis ou l'Europe, au premier rang desquels la Grande-Bretagne ou la France, qui sont vraiment les premières victimes, trois des premières victimes des attentats, quand il s'agit d'attentats envers des pays de l'Ouest. Eh bien, ces pays-là, qui sont victimes des attentats, sont aussi dans des relations aussi difficiles avec les pays qui sont hôtes de ces organisateurs des attentats, et peuvent l'être même avant qu'il y ait ces attentats-là. Donc, là aussi, il y a, parce que par la fragilité des pays, nos pays partenaires, où les attentats peuvent avoir lieu contre nous, contre nos intérêts, eh bien, il peut y avoir un impact sur notre commerce qui n'est pas nécessairement lié aux attentats, mais qui est lié à la situation globale du pays. Alors, comment fait-on? Alors, nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est dire, bon, écoutez, on a des bases de données où on observe des attentats perpétrés par un groupe d'une certaine nationalité où ils se trouvent contre des victimes d'une autre nationalité. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces attentats à caractère bilatéral, donc ces attentats perpétrés par un groupe d'une certaine nationalité contre des victimes d'une autre nationalité, et on regarde sur ce qui se passe sur le pays victime de cette autre nationalité. Ça, c'est
quelque part, ça enlève, finalement, ce qu'on veut regarder, c'est vraiment le changement de comportement des pays qui ont été victimes de ces attentats émanant d'autres pays. Parce que en faisant cela, on va quand même identifier un changement de comportement lié, par exemple, aux mesures sécuritaires en frontière. C'est-à-dire qu'en fait, et nous, ce qu'on a regardé précisément, c'est on a regardé quel est l'impact d'un attentat perpétré par une organisation dans un pays donné envers des Français ou envers des Américains, et on a lié ça au nombre de visas accordés par les Européens ou les Américains, des visas d'hommes et de femmes d'affaires qui sont originaires des pays où les attentats ont lieu. Et donc, on lie ça au nombre de visas accordés, et on lit derrière l'impact induit sur le commerce entre ces pays-là et donc les pays et la provenance de ces hommes et des femmes d'affaires. Et surtout des commerces dans des produits sur mesure. Parce que, en fait, ce qu'on trouve, c'est que l'impact sur les commerces, sur des produits négociés sur les marchés internationaux, il n'y a pas d'effet. Sur le pétrole, par exemple, Daniel, sur le commerce de pétrole, il n'y a pas d'effet. Ouais. Mais sur le commerce de plastique, qui est fait à partir de pétrole, mais qu'il faut vendre, qu'il faut se déplacer pour le vendre, pour montrer un petit peu des échantillons, ben là, il y a un effet. Et c'est ce qu'on trouve. On trouve qu'il y a bien un effet. Super. Moi, vraiment, Daniel, je trouve ça vraiment super. Voilà. Ça montre bien, ça explique bien en quoi les méthodes économiques, je dirais un petit peu classiques, peuvent être utilisées sur ce champ qui est en émergence, ce qui est vraiment passionnant. J'aimerais juste faire un tout petit tour de table avant, parce qu'il nous reste 2-3 minutes. Donc, vraiment, chacun, en 30 secondes, si vous pouviez faire une réaction et puis surtout me dire peut-être, mais vraiment très vite, quel est pour vous le futur, en fait, de l'analyse économique du terrorisme. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Elena, juste un mot. D'accord. Pour moi, dans les futurs, c'est de justement voir ce que tu as dit au début, en effet, Hippolyte, c'est-à-dire est-ce qu'il faut, en tant qu'économiste, voir aussi les effets par exemple, on déploie beaucoup plus de moyens sur la police antiterroriste. Alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ce serait peut-être mieux c'est-à-dire, ça relie aussi ce qu'il a dit Christophe, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien de réagir, de ne pas réagir? Donc, rentrer un petit peu aussi dans les mécanismes politiques. Je veux juste mentionner qu'il y a aussi des études sur les comportements discriminatoires au niveau micro. Donc, c'est-à-dire quand il y a des attentats terroristes, il y a aussi des mécanismes parfois subconscients par lesquels la discrimination peut augmenter vis-à-vis des groupes qui sont associés avec ces transnationaux dont origine les terroristes. Alors ça pose beaucoup de questions. Je m'arrête là. Voilà. Pour comment réagir Merci aussi beaucoup. pour la politique. Est-ce que Christophe, tu peux être aussi concis qu'Elena et aussi pertinent? Ce serait vraiment bon. Je ne peux sûrement pas être aussi pertinent et concis qu'Elena, désolé, mais moi, je pense que le futur, il va dans la direction de la constitution de données plus précises sur ces phénomènes, de façon à ce qu'on essaye de se libérer de la masse de préjugés qui existent dans ce champ. Actuellement, je trouve que beaucoup pas seulement d'études, mais de diffusion des informations sont dominées par des idées a priori et qu'on a besoin donc de données plus précises pour montrer quelle est véritablement la réalité, avec un champ d'intérêt qui soit plus dirigé vers les endroits où se passe vraiment le terrorisme. Le ressenti absolument, est normal sur absolument gigantesque. Qui appelle à dépasser peut-être. Voilà, et on a un biais gigantesque. Vous voyez, quand il y a un soldat qui meurt au Mali, un soldat français, on a des cérémonies dans toute la France, mais il faut bien normal. De milliers de gens qui meurent là-bas dans ces zones de conflit qui ne sont pas français. Et donc, les problèmes, ils sont là-bas et on a besoin de plus de données pour leur donner plus de visibilité. Merci. Ekram, peut-être un mot aussi?
Je ne sais pas ce que je peux dire d'aussi pertinent de ce que, voilà, ce qui a été déjà dit. Donc, en fait, mon espoir pour dans le futur, dans la recherche, notamment en économie, c'est d'avoir des évaluations des conséquences qui soient un petit peu moins passionnées, en fait, et qui est plutôt, qui rejoint ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire qui repose sur des faits, sur des données, sur l'analyse précise de ces données-là, où on essaye effectivement de bien comprendre dans le futur, notamment dans le débat public, que les phénomènes sont multifactoriels et que attribuer en fait à un phénomène en particulier toute l'évolution qu'on observe dans la donnée brute qu'on peut avoir n'est pas nécessairement très pertinent. Et c'est là où les outils et nos compétences sont… Cher Denis, je crois qu'il est 30, on va nous couper. Donc, je veux surtout remercier vous, les auditeurs qu'on n'a pas vus, mais on sait qu'ils étaient là, et puis Julien et toute l'équipe technique en fait, des GECO qui nous ont vraiment très bien assistés. Merci à tous, merci à toutes. Vraiment, c'est un sujet passionnant et je pense qu'on aurait pu durer beaucoup plus longtemps, vous voyez, mais voilà, c'est partie remise, j'espère.